Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 63. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. S'il y a une chose à laquelle je crois en marketing, c'est l'importance des valeurs et de la personnalité de marque. Aujourd'hui, je reçois un invité qui a une personnalité bien marquée et des valeurs extrêmement ancrées. Ces valeurs, il les diffuse directement dans la marque qu'il a créée. Cet invité, c'est Anthony Bourbon, le fondateur de la marque Feed. Feed, c'est une marque de repas complets qui se présente sous forme de bar, de poudre ou de jus. Pas banal. Mais surtout, Feed, c'est une marque aux valeurs extrêmement fortes et qui ne fait pas que communiquer sur ses valeurs, mais qui les met en pratique au quotidien. À titre personnel, je suis ravie d'accueillir Anthony Bourbon sur le podcast du marketing. On ne se connaissait pas, je ne suis pas du tout cliente de la marque, et j'ai découvert une personne brillante, ultra positive et extrêmement déterminée, tout ce que j'adore. Il nous parle de valeurs de marque, de sa mission, de sa promesse et de toute sa philosophie entrepreneuriale. Si vous ne savez pas quelles sont les valeurs de votre marque ou comment les déterminer, cet épisode est fait pour vous. Et puis pour que vous puissiez vous poser et y repenser tranquillement, et croyez-moi, cet épisode va vous faire réfléchir, eh bien je vous ai préparé un résumé de notre entretien qui met en avant les grands points de réflexion abordés par Anthony. Alors comme d'habitude, pour télécharger, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/cadeau63 ou alors d'être inscrit à ma newsletter puisque dans ce cas-là, vous recevez automatiquement tous mes cadeaux dans votre boîte email. Mais juste avant de laisser la parole à Anthony, je voudrais vous parler d'une autre personne brillante que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce podcast. Il s'agit de Jenny Chamas, qui est la coach de référence des femmes dirigeantes en France. Alors vous vous souvenez peut-être de ses conseils ultra avisés sur savoir se vendre, c'est l'un des épisodes les plus écoutés du podcast. Alors cette fois-ci, Jenny vous propose une masterclass qui n'est pas sur le thème de savoir se vendre, mais sur savoir oser. Elle expliquera pourquoi nous avons peur, elle donnera 3 clés pour oser plus et elle répondra aux questions en direct. Alors si vous voulez dépasser vos peurs pour incarner pleinement votre posture de leader, eh bien je vous invite absolument à assister à cette masterclass. Elle est gratuite et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mars. Je vous mets bien sûr le lien dans les notes de cet épisode. Et puis si vous écoutez cet épisode après le 8 mars, désolé, il faudra être patiente. Je crois que Jenny ne donnera pas de nouvelle masterclass avant le mois de mai prochain. Voilà, le message est passé. On revient à notre sujet du jour, les valeurs de marque. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Anthony Bourbon. Alors, bonjour Anthony et bienvenue sur le podcast du marketing. Anthony, tu es le fondateur de Feed, qui est une marque, tu vas nous en dire plus, mais qui est une marque de food qui a littéralement explosé dès son lancement il y a, je crois, à peu près 3 ans. Food, c'est, en quelques chiffres, Feed, pas food, Feed, c'est en quelques chiffres, 40 millions levés en 3 ans, je crois, 4000 points de vente en Europe et 1 million de repas vendus par mois. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui, Anthony, sur le podcast du marketing, d'autant qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler de valeurs de marque, on va parler de mission et on va parler de pourquoi. Alors, bienvenue, Anthony, sur le podcast du marketing. Merci Estelle pour l'invitation, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Super. Écoute, ce que je te propose, Anthony, c'est qu'on fasse une espèce de petit exercice on va rentrer dans le concret tout de suite. Comme on va vouloir parler de valeurs de marque, de mission, de pourquoi, et puis surtout, tu as une expérience folle, je trouve, avec Feed et avec ces histoires de levée de fonds. Moi, je trouve ça complètement dingue, les levées de fonds. Est-ce que ça te va que je te demande, d'habitude, je demande à mes invités de se présenter rapidement, moi j'ai envie de le faire un tout petit peu plus creusé avec toi. Est-ce que ça te dirait de me faire ton pitch, quand tu pitches, pour une levée de fonds par exemple, de faire ton pitch pour présenter Feed et présenter, qui tu es, et puis comme ça, on va discuter après de comment, tous ces éléments de valeur de marque, de mission et cetera, s'imbriquent là-dedans. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est rigolo, avec plaisir.
Eh ben go alors, vas-y. Super, bonjour à tous. Je suis Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, une startup food tech qu'on a lancée en janvier 2017, donc 3-4 ans déjà. Mais le plus important pour comprendre l'histoire et comment on en est arrivé là, c'est de repartir un petit peu en arrière. Du coup, moi, je viens d'une famille assez compliquée. À l'âge de 15-16 ans, j'étais à la rue parce que j'avais un père violent, une mère dépressive, et c'était trop dangereux à la maison. Donc j'ai été très vite confronté à l'obligation de gagner de l'argent, de créer de la valeur, non pas parce que c'était sympa, stylé d'aller sur BFM Business ou de passer dans des podcasts, mais plutôt parce qu'il fallait que je puisse manger le soir. Donc cette réalité a été extrêmement violente, mais m'a aussi permis de réaliser qu'en tant qu'homme, il allait falloir que je compte sur moi-même, que je trouve des solutions. Donc j'ai fait tous les petits boulots inimaginables en parallèle de mes études. J'ai obtenu le bac scientifique et puis après j'ai été faire une fac de droit. Ça a été extrêmement compliqué parce que c'est difficile de travailler quand tu as moins de 16 ans, mais il fallait que je puisse générer de la valeur. Donc j'achetais des caleçons que je revendais dans mon collège, des caleçons de marque qui venaient du bled, qui étaient même pas des vrais, c'était des fausses marques. Après je réparais des calculettes, je réparais les scooters de mes potes et ils me payaient, ou alors je rachetais des scooters et j'améliorais la carrosserie, je réparais la carrosserie, je les revendais un peu plus cher. Après, j'ai fait pareil avec les voitures et puis j'ai fait pareil dans l'immobilier. Bref, j'ai enchaîné les petits boulots pour pouvoir survivre et m'en sortir. Et ce qui est marrant, c'est que ce premier contact avec euh, la faim, l'envie de manger, je l'ai fait à cause de l'argent, mais quelques années plus tard, à force de travailler et à force de faire des compromis, j'avais de quoi manger, j'avais de quoi bien me payer même, mais j'avais toujours pas le temps de bien me nourrir parce que je voyageais, j'arrêtais pas de faire des business à droite, à gauche, je faisais beaucoup d'import-export à un moment et d'immobilier à l'étranger. Et du coup, c'était marrant parce que je me suis reposé à 22-23 ans. Et je me suis dit, c'est drôle, quand tu avais 15 ans, 16 ans, tu n'avais pas le temps de bien manger, enfin, tu n'avais pas les moyens de bien manger, et tu revis cette situation aujourd'hui, alors que par rapport aux jeunes de ton âge, on va dire que tu as un peu d'argent. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais être confronté à ce souci-là, il faut que j'arrive à trouver une solution pour mieux manger plus vite, plus efficacement. Donc j'ai commencé à faire une recette dans ma cuisine en traçant à Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain standard. Donc il faut savoir qu'un humain, c'est assez simple. Ça a besoin de macros et micronutriments. Donc macro, c'est protéines, lipides, glucides, fibres. Et micro, c'est vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc en jouant avec les matières premières, j'arrivais à obtenir 100% des besoins d'un humain standard en me basant sur l'EFSA, l'Agence européenne de l'alimentation. Et du coup, j'avais plus qu'à mélanger ma poudre avec de l'eau pour pouvoir avoir l'intégralité de ce dont j'avais besoin pour passer une journée tranquille. Et très vite, ça a fonctionné. Mes amis ont commencé à en consommer, mes proches ont commencé à en consommer, mes collègues ont commencé à en consommer. Et le week-end, on se retrouvait à faire des batchs, on appelle ça des batchs, des grosses quantités de poudre pour pouvoir se le distribuer entre nous tout au long de la semaine. Et là, j'ai compris qu'il y avait un véritable besoin et que j'étais pas seul à vouloir trouver des alternatives. Donc là, j'ai investi de l'argent que j'avais économisé pour lancer la première production. On a fait des réseaux sociaux qui ont explosé. On était assez bon pour pouvoir communiquer et réussir à répandre une notoriété de marque. On a levé 500 000, puis 3 millions, puis 15 millions, puis encore 15 millions avec des investisseurs américains et étrangers. Donc il y a eu un vrai succès autour de ce marché. Mais ce qui fait la force de Feed, en résumé, c'est pas tant le produit. Au final, oui, c'est un repas complet dans une barre, un repas complet dans une poudre, un repas complet dans une boisson. On vient même de lancer une gamme snack fonctionnelle avec des fonctionnalités. C'est la mode aux US, ça cartonne. C'est tu vas manger un snack et tu vas avoir un boost d'énergie, un boost de protéines, un boost de concentration. Il y a une finalité en plus de ton snack plaisir qui est en plus celle-ci. Mais c'est plutôt, je dirais, l'esprit de la marque, le mindset, le why qu'il y a derrière tout ça, parce que je viens d'une famille très pauvre, comme je l'ai expliqué au début, et c'est assez rare, malheureusement, dans l'écosystème startup en tout cas, de voir des gens qui sont différents, qui ne viennent pas des grandes écoles, qui viennent d'un milieu social plutôt défavorisé, et on a à cœur chez Feed de remuer un petit peu tout ça et de faire en sorte de remettre de la méritocratie au sein de la société. On a envie quasiment de déclencher une révolution positive en disant il y en a marre de parce que tu es mal né,
tu ne puisses pas atteindre les hautes sphères de l'entrepreneuriat, alors qu'en réalité, l'entrepreneuriat devrait être réservé pour ceux qui, justement, n'ont pas eu la possibilité d'aller faire des grandes écoles, qui n'ont pas été aidés, qui sont dans la difficulté pour trouver un emploi et qui n'ont d'autres possibilités que de faire de l'entrepreneuriat. Et étymologiquement, c'est exactement le sens du mot entreprendre. C'est-à-dire que c'est quand tu n'as plus d'autres choix, en fait. Quand tu n'as plus d'autres possibilités, tu entreprends. Donc, c'est notre combat chez Feed et on porte ce message de manière assez virulente, que ce soit dans les médias, les podcasts, sur nos réseaux sociaux, et ça a créé une puissance de marque qui est sans égale aujourd'hui en France, je pense, dans le B2C, donc dans le direct to consumer, avec une base qui a plus de 400 000 personnes aujourd'hui, soit sur Instagram, sur nos Twitter, nos Facebook, même Clubhouse qu'on vient de lancer qui cartonne déjà. Donc encore une fois, le plus important, c'est pas le produit que tu vends, mais c'est le message qu'il y a derrière, et c'est exactement ce qu'ont compris les consommateurs. Quand ils mangent du feed, ils le font pas pour avoir simplement un repas, ils le font pour avoir un boost de motivation et se dire: moi aussi, je fais partie de cette communauté qui a envie de s'extraire de sa condition initiale, et si eux l'ont fait, je pourrais y arriver aussi. Waouh! Eh ben, écoute, bravo, j'adore ce pitch. Je crois qu'on est complètement rentré dans l'histoire de Feed et c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que je reprends exactement ce que tu viens de dire. Enfin, moi, j'achète complètement le concept. C'est ce que j'arrête pas de dire sur le podcast du marketing, c'est que le marketing, c'est quoi? D'abord, le marketing, c'est beaucoup de bon sens. Il y a rien de bien, complexe et bien technique, là-dedans, mais c'est surtout le marketing, c'est comprendre, ce qu'il y a derrière, ce que les gens vont venir chercher dans ta marque, et ta marque, finalement, elle a une personnalité, tout comme une personne a une personnalité, et il faut réussir à construire cette personnalité. On peut dire qu'avec Feed, de la personnalité, il y en a. C'est clair que c'est une marque qui fait parler. C'est une marque c'est-à-dire tout le monde ne l'aime pas, hein, grosso modo. Si je stéréotype, on est sur j'adore ou je déteste Feed, hein. C'est un peu ça. Tu confirmes? Oui, c'est très clivant et c'est une véritable chance, on l'a voulu ainsi. Il faut pas essayer de plaire à tout le monde parce que c'est trop compliqué. Il y a différentes typologies de clients. Simon Sinek en parle très bien dans ses bouquins. Il y a les gens qui ont envie d'être des early adopters, qui ont envie d'être innovants, qui ont envie d'avoir les nouveaux produits avant les autres. On peut citer Apple, par exemple. Les gens font la queue devant les magasins. Ça n'a aucune rationalité. C'est-à-dire que tu pourrais avoir le même téléphone 3 jours après sans faire la queue. Pourquoi tu veux faire la queue? Parce que tu veux montrer ton appartenance à un groupe. Et Feed, c'est un peu pareil. C'est vraiment deux types de personnes. Il y a les clients qui comprennent ce à quoi ça sert et qui vont se dire, oui, ils sont pas là pour remplacer exclusivement la nutrition traditionnelle, mais plutôt pour offrir une alternative. Et on a envie de faire partie de ce mouvement parce qu'au final, on comprend que quand on achète du feed, on le fait pas juste pour avoir des protéines, des lipides, des glucides, mais surtout pour montrer qu'on est aligné avec le message qu'ils portent, avec leurs valeurs, avec leur mission, avec leurs promesses. Et puis après, il y a ceux qui sont un peu plus, on va dire, ancrés dans le passé pour pas les stigmatiser trop fort, et qui eux disent bah non, nous on est des Français, on veut manger du poulet, de la viande rouge et du foie gras à tous les repas, et c'est hors de question qu'on modifie nos habitudes alimentaires. Super intéressant. Je t'arrête juste sur ce point-là. Je trouve que c'est un point extrêmement intéressant et je remarque que souvent on a du mal à l'intégrer, ce point-là. C'est de dire que tu as finalement deux choses qui coexistent. Tu as l'intérêt produit, la fonctionnalité produit. Là, sur Feed, ça va être de pouvoir manger un repas complet, même si tu n'as pas le temps de t'arrêter pour manger. Si je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et puis, tu as, à côté de cette fonctionnalité produit, tu as l'intérêt intrinsèque de la marque et le message qu'elle porte, et c'est ça qui va donner une force vraiment puissante à la marque pour emmener les gens avec elle. Est-ce que tu le vois comme ça aussi? Oui, c'est exactement ça. Le produit doit être bon et le produit doit être nickel. Il n'y a pas de débat. Donc en fait, on n'a pas besoin d'en parler. Et c'est la grande force d'Apple, c'est-à-dire que Apple, dans leur pub, ils te disent pas j'ai un iPod qui te permet avec les 258 gigas de RAM et la puce électronique, je sais pas quoi, de faire ça. Non, ils te disent t'as 1000 musiques dans la poche. Okay, c'est efficace, ils n'ont pas besoin de parler du produit parce qu'ils savent qu'il est bon. Nous, c'est pareil, le produit, il est fait par des nutritionnistes, des médecins, des ingénieurs agroalimentaires. On sait qu'il est parfaitement équilibré, qu'il n'y a pas de conservateurs, qu'il est vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, fabriqué en France, etc. Mais on n'a pas besoin d'en parler parce qu'on est sûr de nous. Ce qu'on va pousser, ce qu'on va vendre, c'est plutôt la finalité. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ce produit?
tu vas pouvoir gagner du temps et travailler plus si tu as envie de gagner plus d'argent, tu vas pouvoir lire plus de bouquins entre midi et deux, tu vas pouvoir écouter des podcasts, tu vas pouvoir écouter de la musique, tu vas pouvoir passer des coups de fil plutôt que de faire la queue chez le boulanger, tu vas pouvoir voyager plus, ça va te simplifier la vie, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir équilibrer ton poids, et c'est ça qui nous intéresse. Donc tu as complètement raison, le produit c'est pas le plus important, même s'il doit être bon, le plus important c'est d'expliquer ta mission de marque et quelle est ta finalité. Très bien, mais j'adore. Mais alors du coup, tu vois, c'est des concepts toujours un peu abstraits, pour les gens qui essayent de mettre en place ça dans leur entreprise. Qu'est-ce que pour toi, c'est quoi une mission de marque? Est-ce que tu peux me donner un peu ta définition, voir comment tu vois les choses? C'est quoi une mission de marque? Et puis, peut-être quelle est la différence entre, tu as la mission et puis tu as la promesse? Comment tu vois les choses? La première chose à faire, c'est de comprendre que tout vient du fondateur, selon moi, ou de la fondatrice, de la personne qui est à l'initiative du projet. Il faut d'abord que cette personne se comprenne, s'analyse, pour ensuite faire ruisseler sur la marque. Avant même de poser la brand plateforme, il faut poser la brand plateforme personnelle du founder. Moi, ce que je fais en général, c'est que je me pose assez régulièrement, tous les ans, pour voir si ma plateforme évolue, et je me pose une question: quand je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé? Quand je serai dans mes derniers instants et que ce sera mon dernier soupir, je me poserai une question: est-ce que tu as fait ça? Et si tu réponds par la négative à cette question, ben, tu auras loupé ta vie. Donc cette question, moi, elle est simple. C'est: je veux faire une révolution en France et montrer qu'il n'y a pas assez de méritocratie. C'est ma promesse, c'est mon objectif de vie, et c'est quasiment inatteignable. Et c'est volontairement très élevé pour en fait te guider au travers d'un voyage et pas forcément d'un but. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'explique Gary Vee, pour ceux qui le connaissent, qui est un peu un expert du marketing aux US. Il dit: je veux acheter les New York Jets, c'est une équipe de baseball. Et il dit: je sais qu'il y a très peu de chances que je puisse l'acheter parce que c'est excessivement cher. Mais en fait, le plus important, c'est pas forcément d'essayer de l'acheter, mais c'est de tout faire pendant tes 20, 30, 40 années de vie qui te restent pour de manière quasi omnisciente, essayer d'activer tous les leviers de ton destin qui te permettent d'aller vers cette destination. Et donc moi, c'est pareil, je me pose d'abord la promesse en tant que personne, et une fois qu'en tant que personne, je comprends quel est mon objectif de vie, là, je le fais rayonner sur ma marque. Et pour faire l'exercice, il faut s'entourer des personnes qui te connaissent très bien. La meilleure technique, selon moi, c'est: tu prends tes 5 plus proches, parce que tu es toujours, selon moi, la moyenne des gens qui t'entourent, hein. Donc tu prends tes 5 plus proches qui te connaissent vraiment et tu leur poses une question: quel mot quel mot vous utiliseriez pour me décrire si j'étais pas dans la pièce? Parce qu'une marque, c'est Mmh. vraiment ce que disent les gens de toi quand tu n'es pas là. Tu vois, feed, aujourd'hui, forcément, toi, tu vas pas dire je déteste parce que je suis là. Mais ce qui est important, c'est ce que tu vas dire de feed à tes amis ce soir, ou à ton compagnon, ou à ta femme, peu importe. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, les gens, au début, sont un peu gênés, puis tu les pousses, tu leur dis: non, mais dis vraiment les termes qui te viennent en tête, les adjectifs. Et tu vas voir très vite qu'il y a des patterns et que les gens pensent à peu près la même chose de toi. Moi, typiquement, quand je posais cette question, c'était ambition, détermination, résilience, passion, quasiment ce côté obsessionnel. Et en fait, j'ai réalisé que c'était mes valeurs. C'était ce qui me drivait naturellement sans que j'ai besoin de le forcer. Je suis pas un mec particulièrement brillant, je suis pas un mec qui a fait des études exceptionnelles, mais par contre, je ne lâche jamais. Et ça, c'est ce que les gens Mmh mh. disaient. Et donc, du coup, bah, je l'ai tout simplement dupliqué sur Feed, et je me suis dit: bah, ça va être les valeurs de Feed, et ces missions qu'on a imprimées partout sur les murs, bah, on essaie de les retrouver chez nos collaborateurs, chez les partenaires avec qui on va travailler, chez nos fonds d'investissement, et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos clients, et ça nous permet de répondre très vite à toutes les questions qu'on pourrait avoir. Typiquement, quand on est face à un problème, on se dit: bon, bah, quelles sont nos valeurs déjà? Alors, ambition, détermination, passion, résilience. Est-ce que ça répond? Et en général, ça répond à tout, c'est ça qui est génial. Donc, d'abord, on pose sur le fondeur, et ensuite, on décale sur la marque, et on y rajoute simplement une mission, parce que la promesse, ça doit être la même. La promesse de Feed, c'est donc de déclencher une révolution en mettant la méritocratie au cœur de la société. Et là, ça paraît tellement loin du produit Feed qu'on se dit: mais comment ils arrivent là? Et c'est le but de la mission entre les valeurs et la promesse, de raccorder tout ça. Et la mission, pour nous, c'est d'aider les gens à dépasser leurs objectifs grâce à la nutrition.
Et donc là, en fait, on comprend immédiatement le lien parce que si tu dépasses tes Ouais. objectifs, ça veut dire que tu t'extrais de ta condition initiale, ça veut dire que tu as envie de faire plus et que tu deviens le maître de ton destin. Et donc quelqu'un qui était dans une situation pas forcément favorable au début, bah, il comprend qu'il a les clés en main et que tout dépend de lui. Et le nombre de messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux qui nous disent merci, grâce à vous, j'ai pris confiance en moi, je vous ai écouté et j'ai décidé de quitter ma boîte pour aller dans une autre boîte où je suis maintenant manager et je vais même passer DG. C'est ouf parce qu'en fait, en partant d'une simple barre de protéines ou d'une simple barre repas, on arrive à motiver les gens et à les faire changer de vie. Et c'est là que tu sais que ta marque est forte parce qu'elle va plus loin que ton produit. Écoute, c'est génial. Là, tu nous as donné déjà pas mal de trucs. C'est-à-dire que j'essaye juste de décortiquer, tout ce que tu viens de nous dire. Un élément déjà super intéressant dont tu parles, alors je sais pas si tout le monde est d'accord, mais peu importe, on s'en fiche. C'est toi, tu dis, il faut commencer par le fondateur ou la fondatrice et tout part de là et ce sont d'abord les valeurs de cette personne. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas sûre que ça s'applique à toutes les marques en réalité, mais en tout cas, je trouve que c'est, une façon extrêmement, en tout cas une façon plus simple et plus vraie, certainement plus authentique, de construire les valeurs d'une marque. Bah, comme tu le dis, en fait, tu commences par demander autour de toi, à tes proches, de te décrire et donc de décrire tes valeurs, parce que c'est pas toujours si simple effectivement de se dire, je pense à mes étudiants là en ce moment qui sont exactement là-dedans et qui me disent: «Estelle, tu bien sympa, mais les valeurs et tout ça, c'est comment je fais pour savoir?» C'est un exercice super intéressant que d'aller demander à ses proches et de dire: «Bah, décris-moi comme si j'étais pas là». Effectivement, tu as raison parce qu'il faut réussir à enlever le côté je veux pas te blesser, je veux pas te faire de mal, et cetera, ou je veux te faire plaisir tout simplement parce que c'est humain et c'est normal. Mais en tout cas de partir des valeurs du fondateur ou de la fondatrice, nécessairement tu vas aller sur une marque qui va, heu, avoir une certaine authenticité. Alors toutes les marques sont pas comme ça probablement, mais je te rejoins complètement dans le sens où, heu, quand on crée, son entreprise et quand on crée sa marque, ça va être, nécessairement beaucoup plus facile si on est authentique et si on est aligné avec cette marque. Si on n'est pas totalement aligné avec sa marque, je dis pas que c'est impossible, mais il va falloir être sacrément fort en gymnastique acrobatique, et se contorsionner dans tous les sens pour réussir à le faire et je pense qu'il y a une force, et on le voit avec Feed, enfin pour le coup, ce que tu décris est totalement juste et on voit cette avancée, que Feed peut provoquer. Alors c'est pas que Feed, hein, c'est les gens, hein, qui provoquent cette avancée, mais le fait d'aller dans ces valeurs-là et de les communiquer et de les dire, bien évidemment, ça va fonctionner parce que tu y crois et que l'équipe que tu as construit autour de toi sur Feed, je présume, c'est des gens en qui tu crois. J'imagine que tu vas chercher des gens, non pas nécessairement qui te ressemblent, mais en tout cas qui partagent un certain nombre de valeurs, et ça évidemment, c'est totalement essentiel. Sur justement, je rebondis, d'ailleurs là-dessus, puis il y a d'autres choses que tu as dites dont je voudrais parler, mais je rebondis juste 2 secondes là-dessus. Sur le recrutement, de ton équipe, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que, ces valeurs-là, les valeurs de donc tes valeurs, mais qui sont de fait les valeurs de ta marque, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est intégré dans ton processus de recrutement? Comment tu fais pour choisir les gens avec qui tu bosses? C'est super important, tu as raison d'être, parfaitement aligné, au niveau des valeurs parce que c'est pas une question de jugement, de qui est mieux que l'autre. C'est plutôt certaines personnes ne sont pas faites pour travailler avec moi, quand d'autres vont vraiment s'épanouir et je pense que le travail doit avoir aussi une partie de plaisir, car ça va être compliqué. Le business, c'est dur, c'est long, rien n'est simple. Feed de l'extérieur, on a l'impression que tout est beau parce qu'il y a une croissance incroyable et cetera, mais on voit pas, les backstage, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. C'est extrêmement compliqué, extrêmement lourd, il y a de la pression et si tu es pas avec une équipe qui, au final, prend du plaisir, dans cette aventure, c'est extrêmement, extrêmement dur de s'épanouir et c'est pour ça que, comme tu le disais précédemment, il faut une promesse qui te parle, et avec laquelle tu es aligné parce que sinon, à un moment, tu as envie de baisser les bras. Tu as juste envie de te dire: «Laisse tomber, c'est trop dur». Mais si tu as une mission dans laquelle tu crois vraiment, une promesse avec laquelle tu es animé, là, pour le coup, le matin, tu te lèves, tu dis: «Allez, on va pas se laisser faire, on va y retourner, on va y arriver». Donc, pour moi, il y a pas d'autre possibilité
en tout cas en tant que startup, que d'être aligné avec ta boîte. Et c'est pour ça que toutes les startups qui fonctionnent, je pense à Justine de Respire, pour être investisseur chez elle, la connaître très bien, elle est exactement dans la vie comme elle est sur les réseaux sociaux, ou d'autres boîtes comme les petits bidons qui sont une lessive éco-responsable. Bon, bah, Cyril, le founder, c'est pareil, c'est un ayatollah de l'écologie. Et c'est pour ça qu'en fait, il est prêt à pas baisser les bras et à pas transiger sur son cahier des charges parce qu'il y croit vraiment. Un autre fondeur aurait dit bon bah d'accord, on va mettre un peu de pétrole dans la lessive parce que c'est quand même plus simple. Lui refuse et il préfère perdre son business plutôt que de céder. Et c'est là où en fait ça fonctionne. Donc pour revenir à ta question du recrutement, clairement si les personnes ne rentrent pas dans les valeurs, on prend pas. Au début on a essayé de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et la réalité, c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça craque parce que t'es pas aligné, t'as pas la même manière de voir la vie. Donc, c'est pas que mes valeurs sont plus importantes que celles des autres, simplement qu'il faut qu'on les partage. Et aujourd'hui, on a trouvé vraiment un format qui est idéal. Chez Feed, on a des gens qui sont alignés avec ce qu'on est. Tout le monde est incentivé au capital, ça veut dire que tout le monde a l'équivalent de 4 ans de salaire en BSPCE dans la boîte, donc ils viennent chercher bien plus qu'un simple salaire, mais une aventure dans laquelle ils ont envie de s'épanouir et de donner. Et c'est comme ça, je pense, que le matin, on se lève avec le sourire chez Feed. C'est génial. Tu parles d'un point, dont on parle pas souvent et qui, je pense, moi, est juste crucial. C'est de dire il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Il faut connaître son why, hein, le fameux why de Simon Sinek, mais il faut le connaître pour un point ultra important, c'est qu'à un moment donné, va y avoir des galères. Tu disais: «Feed, d'extérieur, ça a l'air tout beau, tout merveilleux, on a fait une croissance de dingue en 3-4 ans, enfin, c'est énorme». Sauf que bien sûr que derrière tout ça, dans les backstage, c'est pas forcément tout rose tous les jours et il y a des choses qui sont compliquées. Et tu le dis, il y a de la pression. Enfin, il y a certainement des choses qui ont marché, certainement, je suis sûre, des choses qui n'ont pas marché. Et que dans ces moments-là, et ben, c'est de revenir sur ton pourquoi, pourquoi tu fais ça. T'en parlais sur Cyril des petits bidons. À un moment donné, on va lui dire, ah non, mais mets du pétrole dans ta lessive, c'est comme ça que c'est comme ça que ça va marcher. Et le mec dit, non mais no way, c'est impossible, je ne vais pas le faire parce que ça ne va pas avec mon pourquoi, avec la raison intrinsèque pour laquelle je fais ça. Moi, c'est quelque chose que je dis régulièrement, enfin j'en ai déjà parlé sur ce podcast, c'est la première chose avec laquelle je commence mes formations. C'est-à-dire je demande aux gens de se poser et de d'écrire quel est leur why, quel est leur pourquoi. Non pas non pas parce que moi je veux le savoir, enfin c'est pas la question, mais c'est parce que je pense que c'est une arme essentielle, ultra importante en tant qu'entrepreneur pour tenir le coup, parce que va y avoir des galères et que quand il y a des galères, il y a toujours un moment donné, on a tous des personnalités différentes, mais il y a un moment donné, franchement, tu dis, bon, sérieux, voilà, tu baisses les bras, enfin, je m'arrête, ça sert plus à rien, enfin, c'est compliqué. C'est le why qui te relève dans ces cas-là. Est-ce que tu le vois aussi comme ça? Est-ce que pour toi, ce pourquoi est aussi important que ça? Oui, clairement, c'est la base de tout. Si t'as pas une motivation qui va plus loin que l'argent, plus loin que la fame, plus loin que la gloire, et cetera, tu ne peux pas y arriver. Le why te permet de te relever inlassablement et te permet d'aller chercher de l'argent parce qu'en fait, les gens pensent que tu deviens entrepreneur pour l'argent, mais c'est une mauvaise idée de le faire si c'est ton attente parce que l'argent est une conséquence, et pas une finalité. C'est-à-dire que l'argent vient quand tu es très bon dans ce que tu fais. Et tu ne peux être que très bon qu'en kiffant ce que tu fais. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne seras pas bon, tu ne pourras pas y passer des heures, tu ne pourras pas travailler le week-end, et donc tu ne seras pas riche. Donc vraiment, moi, je vois l'argent plus comme du fuel, comme de l'essence qui vient dans ton véhicule, dans ta voiture. La voiture, c'est plus ta start-up qui te permet justement d'aller vers cet objectif, vers cette promesse qui est l'objectif de ton voyage. Mais l'argent n'est pas la finalité, vraiment. Il tombe. En fait, c'est un peu cliché quand tu dis il tombera naturellement du ciel, mais c'est un peu ça. Parce que moi, je prends vraiment du plaisir. Typiquement, le podcast qu'on est en train d'enregistrer, je suis content de parler de ça. Ça me plaît. Et c'est pour ça, je pense que je vais essayer de bien le faire, que je vais essayer d'être inspirant. Si ça me saoulait, que c'était un sujet qui me passait par-dessus la jambe, bon bah, je le bâclerai. Et pour tout, c'est pareil. Là, j'ai un emploi du temps, par exemple, cette semaine, là, je l'ai sous les yeux, c'est terrible. De lundi matin 8h jusqu'à vendredi 22h, je vais pas arrêter. Mais c'est pas grave parce que ça me plaît, ça m'épanouit et j'ai pas besoin de faire autre chose. Parce que je sais que je suis en train de répondre à mon why et même quand je suis fatigué, éclaté, que le soir j'ai les yeux rouges dans mon lit tellement j'étais sur l'ordi,
je sais pourquoi je le fais et ça me permet de me redonner de l'énergie. Et c'est cette boule intérieure qui est évidemment drivée par cette envie de revanche, quasiment de vengeance, qui me permet de garder la même intensité tout au long de la semaine. Génial. Et alors, tu en as pas parlé, mais je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que ça va, je trouve, très, très bien avec ton why et je trouve que c'est une démarche super intéressante. Est-ce que tu peux nous parler de Give Back? Yes, super intéressant. C'est une fondation qu'on a créée qui s'appelle Feed. Feedback, pardon. Ouais, c'est du give back, donc ça marche aussi. Oui. On trouvait le nom assez facile pour le coup, Feedback, c'était bien. C'est une association, enfin un fonds de dotation pour être précis, sur lequel on verse 1% de notre chiffre d'affaires chaque année. Donc pas de nos résultats ou de bénéfices, mais de notre chiffre d'affaires. Donc ça fait un assez gros montant. Et on va aider des jeunes qui sont dans une étape difficile de leur vie, quelles que soient les raisons. Il y en a qui sont immigrés et qui ont vraiment zéro contact, d'autres qui sont handicapés, d'autres qui sont dyslexiques, d'autres qui sont... Enfin, vraiment, il y a tous les cas de figure qui se présentent. Et l'idée, c'est de venir à la fois rappeler à l'équipe pourquoi on travaille, parce que on travaille pas juste pour vendre des bars et placer des boissons dans la grande distribution. On travaille pour montrer l'exemple et rappeler à tout le monde que il est possible de s'extraire de sa condition initiale. Donc c'est génial pour l'équipe Feed de voir tous ces projets défiler dans les bureaux et de voir qu'on a un impact sociétal qui est assez fort. Le deuxième intérêt, c'est naturellement qu'on permet aux consommateurs de comprendre la marque Feed et de voir qu'on n'est pas juste là pour faire du chiffre d'affaires, mais qu'on est là aussi pour renvoyer l'ascenseur, et c'est parfaitement aligné avec ce qu'on raconte. Et le dernier intérêt, il est beaucoup plus égoïste, il est personnel, c'est de me rappeler qu'il y a des gens qui souffrent, et ça m'évite de tomber dans le confort et de m'embourgeoiser. Et j'ai beaucoup observé ce genre de phénomène autour de moi. Quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à être un peu dans les médias, à avoir du monde sur les réseaux sociaux, tu peux un peu déconnecter et te prendre pour un autre et te dire bon ben moi non j'ai un peu réussi, alors qu'en fait pour moi c'est clé de rester dans le pas dans la souffrance, mais de rester connecté avec la réalité. C'est pour ça que j'ai pas changé d'appart, je suis toujours dans le tout petit appart. Tous mes potes ont des apparts de 200 mètres carrés, en tout cas ceux qui ont mes niveaux de rémunération, et moi je reste connecté dans un petit appart parce que ça me rappelle qui je suis et ça me rappelle quelle est ma mission. Et ma promesse, elle n'est pas de kiffer en étant dans des super beaux endroits, avec des vêtements hors de prix, avec des gens riches. Ma mission, c'est de faire la révolution. Donc si je veux faire la révolution, je serai beaucoup plus crédible en étant dans mon petit appart, et c'est pour ça que j'y reste. Donc voilà pourquoi on a fait cette fondation, et c'est canon. Et n'hésitez pas à candidater sur le site, dans la page Le Concept. Vous allez tomber sur la fondation et vous n'hésitez pas à déposer vos dossiers. Écoute, je mettrai le lien. Je trouve ce tu sais quoi? Je trouve que c'est ça, quand je parlais d'authenticité tout à l'heure, parce que on va pas se le cacher, hein, parfois, c'est un peu fake, hein, tous ces trucs de, je association, machin, et cetera. Là, ça fait tellement sens. Tu es tellement sur un cercle où tu boucles la boucle. Je trouve que c'est extrêmement, super intéressant et surtout, enfin moi, je suis très sensible à l'authenticité. Je pense que du business sans authenticité, ça me fait fuir immédiatement. Après ça, c'est mes valeurs à moi, mais on sent que voilà, qu'il y a une vraie, réalité derrière et que ça te tient à cœur et je trouve ça vraiment assez génial. Je mettrai le lien bien sûr, sur le site. Où est-ce qu'on peut d'ailleurs te suivre? Tu vois, tu nous as fait, un épisode, et très concret et très inspirant, donc je ne doute pas qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont vouloir en savoir un petit peu plus sur ta vie, qui est assez passionnante. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a pas mal de trucs assez dingues qui te sont arrivés dans ta vie. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur Feed et sur toi? Sur LinkedIn, de mon côté, parce que j'ai pas d'autres réseaux sociaux pour le moment, et Clubhouse. Clubhouse, c'est vraiment le réseau social, pardon, sur lequel je mise en ce moment. J'y crois énormément. Ça permet justement l'authenticité dont tu parles, de la mettre en avant, et vraiment de s'exprimer sans filtre, en direct avec les utilisateurs. Donc j'adore Clubhouse, LinkedIn, et sinon sur tous les autres réseaux sociaux pour Feed, avec Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des demandes. On est toujours ravis d'échanger avec notre communauté. Ah bah super, merci 1000 fois Anthony, tu es toujours le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Merci Estelle.
J'adore ce thème des valeurs. Je trouve que se pencher sur la question de ses valeurs de marque, de sa personnalité de marque et de sa mission au-delà du produit, de quelle est la raison d'être de cette marque, je trouve que c'est l'un des exercices les plus passionnants du marketing. C'est un des plus difficiles aussi peut-être, mais une fois que vous touchez du doigt la promesse qui se cache derrière votre marque et votre produit, eh bien c'est tout votre business qui est impacté. Et croyez-moi, ça peut changer beaucoup de choses. Feed en est la preuve, à peine 4 ans et ils ont révolutionné le marché du food. Alors à nouveau, un grand merci à Anthony d'être venu nous parler de son histoire, de Feed et de comment ses valeurs se diffusent dans sa marque. Si comme moi, vous vous dites qu'il a évoqué plein de choses sur lesquelles vous voudriez travailler pour votre marque, eh bien pas de panique, je vous ai prévu un résumé de notre entretien, vous y retrouverez toutes ces réflexions. Pour le télécharger, eh bien, il vous suffit de vous connecter sur le podcast du marketing.com/cadeau63. Et puis d'ici à la semaine prochaine, si vous voulez qu'on reste en contact, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.